Le Premier ministre constate les premiers résultats de l'opération de retrait des enfants de la rue. Paul Kabatieba et quelques membres de son gouvernement étaient ce vendredi sur le site qui héberge ces enfants à Somgandé. Il promet que tout sera mis en œuvre pour que ces enfants grandissent dans la dignité. Vous l'entendrez dans ce journal. Le Mali et le Burkina Faso se concertent pour une bonne gestion des espaces transfrontaliers. Les acteurs des deux pays se sont retrouvés à Dédougou pour valider les textes et élaborer une feuille de route pour une coopération transfrontalière. Ils sont soutenus par la coopération allemande et l'Union européenne. Au Mali, l'opposition continue de contester les résultats du second tour du scrutin présidentiel. Les partisans de Soumaïla Cissé parlent d'un trucage monstrueux dans cette élection. En signe de protestation, ils ont marché à travers la ville de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu ce vendredi le secrétaire permanent du G5 Sahel. Maman Sidikou a présenté au chef de l'État le programme d'urgence qui sera mis en œuvre très prochainement. Il a également été question de la conférence des partenaires du G5 Sahel et de la table ronde de l'Alliance Sahel, deux événements qui vont se tenir bientôt. Le point de l'audience avec Issa Ouedraogo et Oumou Sissi. L'eau, la cohésion sociale et l'accès à la justice sont les domaines d'intervention du futur programme d'urgence du secrétariat permanent du G5 Sahel. Ce programme, qui comprend une quarantaine de projets, sera mis en œuvre principalement dans les zones frontalières. Un programme d'investissement prioritaire qui a été maintenant validé par les ministres, 40 projets, 1,6 milliard d'euros, mais ce programme devait être présenté à une table ronde, à une conférence des bailleurs le 6 décembre en octobre. Parce qu'à la fin des fins, il faut protéger, mais il faut aussi développer. C'est ça vraiment l'essentiel. Mais avant la table ronde avec les bailleurs de fonds, il est prévu un conseil des ministres à Niamey et une rencontre de l'Alliance Sahel. Et avec ce programme d'urgence extrait du programme d'investissement prioritaire du secrétariat permanent du G5 Sahel, des actes concrets seront posés sur le terrain selon Maman Sidikou. Et avec Rochmar Christian Kaboré, il a été également question de la situation sécuritaire dans la sous-région. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État avant de continuer à l'occasion de la cérémonie officielle de remise du prix de l'excellence 2018. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 18 août 2018 à partir de 7 h dans la salle polyvalente de la présidence du Faso. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. Les enfants retirés de la rue et hébergés au centre d'accueil d'urgence de Somgandé reçoivent une visite du gouvernement. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement sont allés ce matin s'enquérir des conditions d'hébergement de ces enfants. Paul Kabatieba rassure, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que les enfants sortis de la rue grandissent dans un cadre épanoui. Roger Kam, Zalissa Sanfo. Standing ovation pour le Premier ministre, symbole de reconnaissance de ses enfants au gouvernement burkinabé. Une reconnaissance pour l'espoir qui renaît. Hier encore, enfants en situation de rue, aujourd'hui ils sont des pensionnaires du centre d'accueil d'urgence de Somgandé. Ici, 240 enfants ont été amenés et Paul Kabatieba est là pour découvrir leur nouvelle vie. Ce qui constitue leur quotidien et qui va constituer aussi le socle de leur avenir. Mais le Premier ministre est là surtout pour rassurer ses enfants qu'ils sont les enfants de la nation et que la nation n'oublie jamais ses enfants. Personne au Burkina Faso ne doit être laissé pour compte. Personne au Burkina Faso ne doit être exclu de la communauté nationale. Et ça, c'est l'expression la plus achevée de cette volonté politique du gouvernement, de faire en sorte que tous les enfants de Burkina Faso soient pris en charge. Sortir les enfants de la rue. Paul Kabatieba rassure, le gouvernement jouera sa partition pour permettre à ces enfants de grandir dignement et d'être utiles à la société. Mais il revient aux parents,
de faire en sorte que plus jamais aucun de leurs enfants ne se retrouve encore en situation de rue. À toutes les familles, à tous les chefs de famille, à toutes les mères, à tous les pères, un appel pour les demander vraiment, quels que soient les problèmes que nous rencontrons dans nos familles, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Tout le monde sait que la vie est difficile. Il faut que nous fassions un effort pour éviter d'abandonner les enfants dans la rue. Cette première opération doit durer 10 jours et elle s'achève le lundi prochain. Au total, 600 personnes ont été touchées. Certains ont déserté, d'autres ont pu bénéficier d'un accompagnement pour rejoindre leur famille. Alors sur les 600 personnes, il en reste 428 repartis sur 4 sites. Selon la ministre en charge de la famille, chacun sera orienté et accompagné selon ses besoins. De la scolarisation à l'apprentissage des métiers d'ailleurs que le Premier ministre découvre ici, la ministre promet. Chaque pensionnaire pourra s'insérer facilement dans la société. En bref, et selon un communiqué de la police nationale, un véhicule de la société minière Semafo, escorté par une équipe de la compagnie républicaine de sécurité de Dédougou, a été l'objet d'une attaque par des individus armés. On déplore 2 civils décédés et 4 blessés dans le rang du personnel de la Semafo. Du côté de l'équipe de la CRS, un policier a été grièvement blessé par balle. L'attaque s'est produite dans la commune de Bekui, province du Tuy, région des Hauts-Bassins. La riposte de l'équipe de la CRS a mis en déroute les agresseurs qui se sont réfugiés dans la forêt de Sarakongo et qui sont présentement traqués par les forces de défense et de sécurité. Le directeur général de la police nationale présente ses condoléances aux familles éplorées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il salue la détermination de l'équipe de mission et invite les populations des Hauts-Bassins à une franche collaboration dans le cadre de la mission de ratissage qui est en cours. À présent, nous prenons les nouvelles du procès du putsch manqué de 2015 repris hier au tribunal militaire de Ouagadougou. Les interrogatoires se sont poursuivis ce vendredi avec pour la première fois un officier de l'ex-régiment de sécurité présidentielle à la barre. Il s'agit du lieutenant Daouda Kone qui a livré sa version des faits. Des précisions dans ce compte-rendu de Soubaviel David Dabiri. Un officier de l'ex-RSP à la barre ce matin. Le lieutenant Daouda Kone, officier chargé du ravitaillement au RSP en 2015, est poursuivi pour les faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Des infractions que l'officier spécialisé en infanterie commando recuse avant de livrer au tribunal sa version des faits. Sur un ton relativement calme mais ferme, le lieutenant avoue avoir fait du sport dans la matinée du 16 septembre 2015 avec ses hommes avant de se rendre en ville pour prendre langue avec un fournisseur en vue de ravitailler la garnison en vivres. De sa position en ville, il reçoit un appel de son supérieur hiérarchique lui intimant de rejoindre le camp Nabakoum 2. De retour au camp, il apprend qu'il y a un remue-ménage au niveau du Conseil des ministres sans savoir exactement de quoi il s'agit. Il rejoint alors le poste de commandement pour s'enquérir des nouvelles. Sur place, il constate l'arrivée d'autres officiers et peu de temps après, l'arrivée du général Gilbert Djendjiri. C'est le début d'une rencontre spontanée selon le jeune officier. Rencontre au cours de laquelle le général aurait informé l'assistance de ce que les autorités de la transition sont retenues dans la salle de conseil des ministres, présenté ses excuses aux officiers de les avoir mis devant le fait accompli et demandait de maintenir les hommes sur place. Le quartier est donc consigné selon le jargon militaire. C'était autour de midi, précise le lieutenant Kone, qui dit avoir quitté la salle de réunion pour s'assurer que le repas de la troupe était prêt. À son retour, la réunion était terminée. Dans la soirée du 18 septembre 2015, avec l'arrivée des présidents Macky Sall et Yahi Boni, il est sollicité pour assurer la sécurité des axes menant de l'aéroport à l'hôtel Libya. Et jusque-là, le lieutenant Kone dit n'avoir pas su qu'il y avait un coup d'État. Et quand on lui demande pourquoi, il répond, je cite, « J'ai toujours pensé que c'était une énième crise entre les autorités de la transition
et le RSP et que tout finirait par s'arranger. Mieux, il précise que lors de sa mission de sécurisation, il a vu à l'aéroport les généraux Pegranoma Zagré, Gilbert Djendjere, le colonel Tondaba Koulibaly et le commissaire de police Lazare Tarpaga dans une ambiance sereine et qu'il aurait même reçu les encouragements du général Zagré. Comment aurais-je pu croire qu'il y avait un coup d'État si tous mes supérieurs s'attelaient à la résolution de cette haute crise, s'interroge le jeune officier. Des nouvelles du coup d'État, il les aura sur les réseaux sociaux sans jamais s'y fier. Mais il est très vite rattrapé par les procès-verbaux de son interrogatoire en enquête préliminaire où il affirmait avoir pris connaissance de l'atteinte à la sûreté de l'État depuis l'annonce du colonel Bamba sur les antennes de la RTB. Le 26 septembre 2015, toujours selon son agenda, il décide de se rendre à Yimdi pour assurer le repas des soldats sur place. Mais il prend peur. Les nouvelles font état de convois des troupes des régions vers la capitale. Il instruit alors un ami par SMS de publier un message sur la toile pour dissuader les militaires loyalistes en annonçant un mouvement de véhicules du RSP vers Bobo Dioulasso. C'est ce qui ressort de l'expertise de son téléphone portable. Il ne sera arrêté que le 28 septembre 2015 par la gendarmerie à Ouagadougou. Cette déposition a suscité l'intérêt de toutes les parties au procès, à commencer par le parquet militaire qui estime que le lieutenant Daouda Koné avait, de par son attitude, conforté les putschistes dans leurs actions. Et Maître Prosper Farama d'ajouter que dès l'arrestation des autorités, il aurait dû prendre ses distances. Le conseil de l'accusé, Maître Stéphane Ouedraogo, se convainc que dans une situation où tous les chefs militaires se parlent en vue de trouver une solution à des problèmes de l'armée, le jeune officier n'avait plus une position à prendre que de continuer à assurer ses missions quotidiennes. Et c'est ce qu'il a fait jusque-là, selon l'auxiliaire de justice. L'audition du lieutenant Daouda Koné se poursuit demain au tribunal militaire de Ouagadougou. Autre point de l'actualité, et nous évoquons cette concertation entre les acteurs des marchés publics et l'autorité de régulation de la commande publique. La concertation qui a débuté ce matin à Ouagadougou porte sur les questions d'échantillons et de visite de sites. Ces questions sont souvent à la base des litiges qui opposent les attributaires des marchés publics et l'autorité de régulation de la commande publique. Pawadrogo Jansongo, Estelle Judith Assorba. C'est une journée de concertation entre l'autorité de régulation de la commande publique et les acteurs du marché public. Au menu des échanges, les questions d'échantillons et visites des sites. Des problématiques qui constituent selon les membres de l'autorité 80% des plaintes. Il s'agit donc pour les deux parties d'échanger et de trouver ensemble un mécanisme efficace de gestion des litiges et différends nés à l'occasion de la passation ou l'exécution des marchés publics. Lorsqu'une autorité contractante commande des cahiers, et l'autorité contractante veut s'assurer que le soumissionnaire a les cahiers à sa disposition, et il y a des dimensions, en fait des éléments, tels que par exemple les messages. On veut se rassurer que le cahier que le soumissionnaire propose là existe à travers les spécifications techniques qu'il a proposées. Pour la visite de site, c'est l'exemple d'un chantier qu'on veut construire. On souhaiterait que les soumissionnaires, avant de faire leurs propositions techniques et financières, aillent visiter le terrain et voir concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent proposer d'ailleurs pour améliorer le dossier et également leur permettre de faire les meilleures offres. L'ambition de la centaine de participants composé d'acteurs du privé et du public, est d'arriver d'ici à l'année prochaine à une réduction drastique de ces plaintes. Pour ce faire, elle aura pour tâche d'identifier les mauvaises pratiques liées aux échantillons et visites des sites dans les dossiers d'appel d'offres et dans les offres des soumissionnaires. Dans la Boukou du Mouhoun, les autorités des espaces transfrontaliers du Burkina Faso et du Mali se sont rencontrées le 16 août dernier à Dédougou. Une rencontre consacrée à la validation des textes de coopération transfrontalière entre les deux pays. Cette coopération va se manifester à travers le programme de gestion intégrée des espaces transfrontaliers. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. C'est une rencontre qui a réuni les acteurs frontaliers des régions de Mopti et de Sikasso au Mali et ceux de la Boukou du Mouhoun au Burkina Faso ici à Dédougou.
Elle vise à renforcer le brassage et l'intégration entre les deux peuples au niveau de nos frontières à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers. Il y a souvent donc de petites difficultés, de petits conflits. Et je crois que le fait de pouvoir se concerter, d'échanger, ça permet donc de fluidifier les relations, et de faire en sorte que nos populations vivent donc en parfaite symbiose. Et les deux pays sont en train de donner un exemple à l'ensemble de l'Afrique et c'est ce qui fait notre fierté et c'est ce qui nous encourage pour que vraiment nous puissions continuer vraiment à faire de notre espace un bassin transfrontalier comme M. le gouverneur l'a dit et qui est un exemple encore pour d'autres communautés à l'échelle de l'Afrique et dans le monde. Pendant 2 jours, les participants vont présenter les espaces transfrontaliers et valider les textes de coopération. La mise en place de ce projet revêt une grande importance pour les deux communautés. Nous partageons presque les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Cette rencontre-là, elle est très capitale pour nous. Ça va nous permettre maintenant le développement de nos collectivités entre les deux pays. Cette rencontre pour moi vaut de l'or. J'ai pu vous dire que la commune de Tansila partage 110 km de frontières avec les communes frontalières du côté du Mali. Ça veut dire que nous gérons beaucoup de situations avec nos communes sœurs du Mali sans passer par les stratégies administratives. Piloté par la coopération allemande GIZ, ce projet est financé par l'Union européenne et ses partenaires. Suite à son passage à l'examen périodique universel, le Burkina Faso a adopté des textes législatifs et réglementaires pour la mise en œuvre des recommandations de l'EPU. Ces textes sont portés à la connaissance des acteurs chargés de faire appliquer les lois. Le ministère en charge de la promotion des droits humains les a conviés à un atelier les 13 et 14 août dernier à Dori. Ibrahim Kagone, Seni Touré et Lazare Sanou. Les acteurs de la promotion des droits de l'homme en session de formation sur les textes législatifs, administratifs et réglementaires adoptés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Objectif, vulgariser ces textes et assurer leur appropriation par les responsables de l'application des lois. Lors de son passage à l'examen périodique universel en 2013, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites donc à notre pays et le Burkina Faso a accepté ces recommandations-là. Et pour les mettre en œuvre, les textes ont été pris au plan national. Et alors, une chose est de prendre les textes, une chose est de les appliquer. Pour une bonne adaptation et une meilleure application de ces textes, le ministère compte sur l'ensemble des acteurs de la justice. Nous allons donc présenter ces textes-là, dans quel contexte ils ont été élaborés, quel est le contenu de ces textes-là. Et en échangeant avec les responsables d'application de la loi, nous allons voir comment ces textes-là peuvent être appliqués. Il y a la possibilité aussi de relire certains textes si ils ne sont pas en adéquation avec la situation sur le terrain. Les médias et organisations de la société civile seront également mis à contribution pour la vulgarisation des textes au profit des populations. Le ministère de la Justice entend les jours à venir organiser ce type d'atelier dans 7 autres localités du Burkina Faso. Ici, à Ouagadougou, les habitants du secteur 29 disposent désormais d'une adduction d'eau potable. C'est la concrétisation d'une promesse qui leur avait été faite par le président du Faso. Composée d'un forage, d'un château et d'une fontaine, l'infrastructure est d'un coût de 12 millions de francs CFA. Elle a été inaugurée hier par le ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Voyons cela avec Adama Guiti et Bouma Ernest Nebié. Que de joie pour les habitants de la zone non lotie du 6e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Une adduction d'eau potable vient d'être mise à leur disposition. Une promesse du MPP lors de la campagne présidentielle passée. D'un coût d'environ 12 millions de francs CFA, ce geste vient mettre fin à la pénurie d'eau qui était un véritable casse-tête pour les populations de cette partie de Ouagadougou. Nous avions promis que si notre candidat passait, nous allions faire en sorte qu'il y ait un point d'eau ici. Au début, c'était un forage, mais de forage, nous avons évolué en château pour permettre effectivement à ce que les ménagères, nos mamans, puissent avoir ce qu'on appelle l'eau de robinet.
Composé d'un château, d'une fontaine et d'une pompe, cette adduction d'eau potable est alimentée par une plaque solaire. Un dispositif impressionnant que les bénéficiaires promettent en prendre bien soin. Des bénéficiaires qui ont saisi l'opportunité pour solliciter le lotissement de leur zone. Une doléance que le ministre en charge de l'habitat, Maurice Dieudonné Bonani, dit noter avec beaucoup d'intérêt. Cela fait une semaine que le chargé d'affaires de l'ambassade de la Chine populaire est au Burkina Faso dans le cadre de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Hier soir, il a convié la presse à un dîner, une occasion pour donner des précisions sur les axes de coopération entre la Chine populaire et le Burkina Faso. Les échanges avec la presse sont aussi portés sur le forum sino-africain prévu en septembre prochain à Beijing. Yacouba Gabene et Aruna Mari. C'est la toute première rencontre entre le tout nouveau chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Burkina et la presse nationale. Cette soirée empreinte de convivialité est une fenêtre d'opportunité pour faire le point de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso. Une relation bilatérale qui tisse sa toile sur des chantiers communs de coopération. Nous avons aussi comme preuve d'amitié l'envoi rapide des missions. Il y a des missions d'experts médicaux, des missions d'agriculture et de formation professionnelle. La réinstallation des étudiants burkinabés qui faisaient leurs études dans la province de Taïwan, les études menées sur la construction d'un grand hôpital à Bobo-Dioulasso et sur la rénovation de l'hôpital de Koutoukou, construit et donné par la Chine. N'oubliez pas non plus les entreprises chinoises qui savent accompagner le développement du pays et contribuer à l'amélioration de la vie des Burkinabés. En septembre prochain, Beijing abrite le 3e forum sur la coopération sino-africaine. Pour l'Ijan, les voix de 53 pays africains, dont le Burkina Faso, vont retentir à cette tribune de haut niveau. La Chine et l'Afrique constituent une communauté de destin naturel. Avec l'actuel repli de l'économie mondiale et la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, nous devons renforcer nos liens de coopération plus que jamais afin de défendre le multilatéralisme et le principe d'ouverture. Un nouveau départ qui va offrir de nouvelles perspectives sur la coopération sino-burkinabé. Le chargé d'affaires entend donc s'appuyer sur les médias pour faire rayonner ce partenariat. Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur Kaya où se tient la foire commerciale des petits ruminants et volailles. Cette foire est organisée par la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Nord en collaboration avec ses partenaires que sont la FAO et l'ONG TrueAid. Elle se tient pour la 4e fois et se déroule du 17 au 20 août 2018. Rasmani Zundi, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Mission Ouedraogo vient de Tangsegue, un village de Kaya. Elle prend part à cette 4e édition de la foire commerciale des petits ruminants. Je suis venu avec 7 moutons. J'espère vendre l'unité à 40 000, 42 500 ou 50 000 francs. C'est pour subvenir aux besoins de mes enfants. Les élèves du lycée technique public de Boussouma, accompagnés par le premier responsable de l'établissement, prennent part aussi à cette foire commerciale. C'est le résultat donc de l'embauche de nos élèves. En tout cas pour nous, on estime qu'avec nos animaux, on peut espérer avoir 75 000 francs l'unité en allant. Si ça dépasse ça, tant mieux. Pour cette édition qui va durer 3 jours, ce sont 850 petits ruminants et environ 2500 poulets qui sont attendus. Cette foire vise à établir un partenariat gagnant-gagnant entre les acteurs de la filière. Organiser une foire à la veille de la Tabaski permettra certainement aux producteurs de faire d'importantes ventes et surtout de nouer des relations de commercialisation. L'élevage, deuxième source de recettes d'exploitation après le coton selon le gouverneur, contribue pour plus de 18% à la formation du produit intérieur brut. Cependant, des défis demeurent toujours énormes. D'abord, la vaccination, même des moutons et des volailles. Nous, on veut des formations pour bien produire. Si vous quittez ici pour aller vers le Narbingou, il y a certains villages,
on travaille avec eux, mais pour arriver là-bas même, c'est pas facile, puisqu'il n'y a pas de route. Ça, c'est difficulté aussi. À côté de ces petits ruminants, la foire a connu aussi l'exposition des produits forestiers non ligneux. En actualité sportive, le Burkina Faso abritera du 27 août au 2 septembre prochain le tournoi de la solidarité en volleyball. Cette compétition permettra aux pays de la zone 3 de mieux se préparer pour les compétitions futures. Une de nos équipes a rendu visite aux étalons volleyball en pleine préparation. Moussa Ouedraogo et Dabakini. Les étalons volleyball se préparent activement pour le prochain tournoi de la solidarité, prévu du 27 août au 2 septembre prochain à Ouagadougou. Les joueurs et joueuses sélectionnés pour défendre les couleurs nationales sont soumis depuis quelques semaines à un travail basé essentiellement sur le physique, sur la technique et la tactique, attaque-défense, contre et service, objectif, mieux faire que la dernière édition. Qui a joué une finale, c'est que quand on perd une finale, ça fait très très mal. Donc nous sommes en train de nous préparer pour ça. Le minimum pour nous, c'est de jouer la finale. Et quand on arrive à la finale, tout le monde sait ce que ça vaut. Pour tous ceux qui suivent le sport, ils savent que quand on arrive à la finale, c'est une autre réalité. On a beaucoup de jeunes qui sont là. On a quand même quelques anciens également qui sont là. Donc on va faire un mélange pour pouvoir être très compétitif. Bon, on l'espère bien, parce qu'on se prépare pour ça. On a un objectif qui nous a été assigné. Donc on se prépare pour ça. Arriver en finale et remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon, le moral est là, c'est haut. On va essayer de mettre les jeunes et les anciens ensemble. On va voir ce que ça va être. Cette compétition regroupe en principe les 8 pays de la zone 3. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, le Nigeria, le Libéria, le Ghana et le Burkina Faso. En rappel, le Ghana avait remporté la dernière édition, ici même à Ouagadougou en 2016, face au Burkina Faso en hommes et en dames, respectivement par 3-7 à 1 et 3-7 à 0. Actualité hors du Burkina Faso, au Mali, l'opposition continue de contester les résultats du second tour de la présidentielle. Selon les partisans de Soumaïla Cissé, la victoire de Ibrahim Boubacar Keïta ne reflète pas la vérité des urnes. Et en signe de protestation, ils ont marché dans les artères de la ville de Bamako. Un défilé improvisé dans les rues de Bamako. Hier, des centaines de partisans de Soumaïla Cissé, en moto, en voiture et à pied, ont traversé la capitale du Mali. Ils protestent contre le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, a été largement réélu avec plus de 67% des voix, une victoire volée pour les supporters de son grand rival, Soumaïla Cissé. On a gagné partout au Mali, mais il a bourré des urnes au nord du Mali. Ça fait honte de voir l'image du président sortant comme ça. Soumaïla Cissé va déposer des recours devant la Cour constitutionnelle. Il avait annoncé son intention de rejeter les résultats avant même leur publication. Son chef de campagne dénonce un trucage monstrueux. Nous lançons un vibrant appel à la mobilisation citoyenne pour exercer une pression populaire, pacifique et démocratique afin de faire respecter le vote des Maliens. Les sympathisants de Soumaïla Cissé ont prévu de continuer à manifester. La Cour constitutionnelle du Mali doit valider les résultats du second tour au plus tard mercredi prochain. Le sud de l'Aisne est touché par de graves inondations. Ces inondations ont fait plus de 160 morts, selon un nouveau bilan annoncé ce vendredi par le chef du gouvernement local. Des opérations sont en cours pour venir en aide à des milliers de personnes prises au piège par les pluies torrentielles. En Inde, des inondations ont fait 164 morts. La crue de la mousson ravage tout sur son passage dans l'état du Kerala, dans le sud du pays. Les habitants sont habitués aux précipitations. Seulement cette année, elles ont été particulièrement fortes. Elles ont causé les pires dégâts depuis plus de 90 ans. Résultat, plus de 150 000 personnes ont dû quitter leur logement dans la précipitation. Chez nous, l'eau a pénétré au rez-de-chaussée, mais aussi au premier étage. Nous sommes allés chez nos voisins et sommes restés au deuxième étage de leur maison. Toutes nos affaires ont été détruites par l'eau, complètement détruites.
Impossible de quitter l'État, l'aéroport local est fermé, les liaisons ferroviaires suspendues. Les personnes évacuées trouvent refuge dans des camps aménagés. Pour les aider, l'armée multiplie les opérations de secours. Elle a réquisitionné tous les bateaux, même les bateaux de pêche. Les autorités restent mobilisées, les pluies torrentielles pourraient reprendre dans les prochains jours. Ici au Burkina Faso, nous sommes à 2 jours du premier anniversaire du décès de Salifou Diallo. Les parutions de ce jour rappellent le décès du premier président de l'Assemblée nationale sous la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. Les quotidiens reviennent aussi sur la réélection de Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Voici la revue de presse de Tobom Evelyne Dabiri. Gorba est né déjà. C'est en ces mots que la plupart des parutions de ce jour rappellent le premier anniversaire du décès de Salif Diallo, président de l'Assemblée nationale. Un an après, l'ombre de celui qui était considéré comme le Richelieu de la politique du MPP plane toujours, écrit aujourd'hui au Faso. Ce journal salue le fin stratège et le fin politicien que Salif Diallo a été. En parlant des capacités de l'homme, l'observateur Palgas s'exclame « Quelle stratégie, quelle planification, quel génie !» Gorba a décidé d'être président à sa mort, écrit ce journal. Dans la même veine, aujourd'hui au Faso affirme que Salif Diallo a choisi de partir de façon théâtrale le 19 août 2017. Son absence sera le maillon faible du MPP pour 2020, prévoit ce journal. Actualité politique au Mali, second bail pour Ibeka sur la colline du pouvoir, annonce aujourd'hui au Faso. C'est donc la fin d'un faux suspense, écrit l'observateur Palga, qui rappelle qu'Ibeka a obtenu 67% de voix contre 32% pour Soumaïla Cissé, avec un taux de participation assez faible, retient ce journal. Les sympathisants de Soumaïla Cissé ont entamé une marche pour protester contre les résultats qu'ils ne reconnaissent pas, rapporte Sidoya. Du raffut donc chez les perdants à Bamako, constate aujourd'hui au Faso, qui estime que les partisans du mouvement Tout sauf Ibeka peuvent exiger que l'on diminue la taille de la tortue, mais contester la victoire de Ibeka à ce second tour est peine perdue. D'ailleurs, l'observateur Palga remarque que Soumaïla Cissé a mené sa campagne électorale au premier comme au second tour en victime révoltée contre les fraudes qui seraient orchestrées pour tronquer les résultats des urnes au lieu d'expliquer le projet de société qu'il a conçu pour développer le Mali. Dans tous les cas, la messe est dite, estime le quotidien, et les Maliens revaudront à Soumaïla Cissé de ne pas jeter l'huile sur le feu, car le Mali et la sous-région n'ont pas besoin d'une tempête sociale post-électorale qui se grefferait à la crise sécuritaire, lit-on dans l'observateur Palga. La sécurité fait partie des nombreux défis à relever pour le nouveau président, analyse le pays, et face à ces montagnes de défis, il faut à Ibeka plus que des talents d'alpinistes, conclut ce journal. Et c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce soir. Merci de votre fidélité à la RTV.